Et coucou tout le monde, c'est Ulora, bienvenue dans ce nouvel épisode des Chroniques BD, hein, le 12e. Et donc déjà, pour commencer, bonne année et bonne santé, meilleurs vœux, comme diraient les Vulcains, longue vie et prospérité. Donc, t'imagines même pas, chef Maxime, à quel point ta remarque est vraie par rapport à la musique qui passait juste avant. Puisque tu parles du temps, et cette musique c'est tiré d'un film tiré d'une bande dessinée, et c'est un moment où justement le temps se mélange, hein, mais on en parlera un petit peu plus tard, puisque je vais parler de la bande dessinée qui va bien. Donc là le temps c'est parfait, mais c'est compliqué de lire les BD de 2022 quand ça fait que 6 jours, de 2023 pardon, quand ça fait que 6 jours, il y a eu très peu de sorties en 2023, j'ai pas eu le temps, j'ai pas encore eu le temps d'en lire, j'en ai une, j'en ai une, qui date d'hier. Mais bon, tout ça pour dire, j'ai pas eu le temps. On verra ça le mois prochain pour la chronique de janvier. Bon, en tout cas, j'espère tous que vous avez passé de bonnes fêtes. Ouais, les éditeurs sont pas sérieux, ils n'arrivent pas à sortir les BD de 2023 en 2022. En plus, c'est vrai, puisqu'il y a eu beaucoup de retard en fin d'année, pénurie de papier, tout ça, tout ça. Donc, final, je m'attendais que ce soit un gros mois de lecture avec Noël, avec les vacances, avec tout ça. Puis finalement, j'ai eu une bande dessinée pas des bandes dessinées qui m'ont pris un peu plus de temps que prévu à lire. Donc, quand on a commencé, j'ai le temps de finir, le temps a passé. Bon, on va attaquer tout de suite avec les premières BD, puisqu'on a une petite dizaine. Hein. J'ai changé un peu de setup, cette fois-ci j'ai une table, ce sera plus facile pour mettre les BD devant, que vous puissiez les voir. Après, c'est un petit peu plus flou, hein, mais ça, c'est ma caméra qu'il va falloir que je change parce que c'est quand même pas terrible. Donc, c'est parti tout de suite avec la première. Hop. Et la première, c'est Orc et Gobelins que voici. Hop. On est plus pro, mais je suis plus près, mais en même temps, vous avez l'image côté, donc ça sert pas à grand chose. Donc, on retourne dans les terres d'Aran, hein, comme on a l'habitude, et ouais, c'est le setup 2023, c'est ça, on a investi sur la table. Non, la table elle était derrière, puis finalement je me dis, elle est peut-être mieux devant. En plus comme ça, j'ai le clavier, j'ai les notes, tout est devant moi. C'est juste l'écran qui est encore un peu plus petit, mais j'arrive à vous voir, j'arrive à changer de page, donc il n'y aura pas de problème. Donc, Petit Gobelin, le tome 19, intitulé Nérom. Donc, petit point sur l'histoire, donc bon, on est toujours dans les mondes d'Aquilon, les terres d'Aran, hein, tout ça, vous avez l'habitude, chaque mois, là, cette année, ce mois-ci on en a deux, le mois prochain on en aura au moins une, on a du temps. Donc là, Nérom, c'est un personnage qu'on avait déjà vu dans les précédents tomes des Elfes Bleus, et là qui apparaît, qui a son histoire solo, qui se passe plus tôt. Manger bébé, Nérom. Oh putain, je ne noterai pas cette blague, je l'ai comprise, je ne la noterai pas. Du coup, pour cette histoire avec ce Nérom qu'on découvre, l'histoire se déroule entre le tome 6 des Elfes Bleus et le tome 13 des Elfes Bleus. Voilà, ça se passe à cheval. Même le tome 16 plutôt des Elfes Bleus. Oui, c'est plutôt 16 que 13. Donc ce Nérom, il est retourné sur son île et puis il va organiser la défense de cette île, c'est l'île là où il a vécu, durant justement cette guerre des Ghouls qu'il y a eu entre le tome 6 et 16. Donc c'est un chaman, hein, un petit peu différent. On voit son clan. Alors sur l'auteur David Courtois, je dois reconnaître que j'ai pas grand chose à dire sur lui, sur le scénariste. Il a fait le tome 6 de Mage et cet Orc et Gobelin, mais c'est les seuls livres que j'ai pu trouver sur lui. Et quant à Marco Itri, donc c'est un Italien, qui est oui, c'est un Italien, qui est beaucoup plus présent de l'autre côté de l'Atlantique, hein, aux États-Unis, pour faire des comics indépendants et beaucoup de couverture aussi. Donc ils ont finalement assez peu travaillé en France sur la BD. Donc, hop, quelques images, hop, revient là à la souris, pouf, voilà. Donc bon, au niveau graphisme, ça reste dans la norme des terres d'Aran, ou des terres d'Ogon maintenant, hein, donc des mondes d'Aquilon pour généraliser. Sur la période de l'histoire, plutôt que voir Nérom avec un flashback, j'aurais presque. Enfin, un flashback ça me dérange pas, mais j'aurais préféré en voir un sur comment Nérom est devenu chaman. Et même plus généralement, j'aurais envie de voir une histoire sur comment on devient chaman orc. Parce que c'est quand même pas banal un orc qui fait un peu de magie, ou de nécromancie.
Et surtout, c'est un petit peu évoqué juste la manière de qu'a Nérom, comment est devenu chaman Nérom, et nécromante surtout, mais juste un petit peu évoqué. J'aurais préféré vraiment que ce soit une histoire complète là-dessus, mais ce n'est pas le cas, donc c'est pas grave, on va se contenter de ça, et c'est très bien. Euh, Oh mon bébé, ah oui mais non, il a pas fait comme ça. Je vais pas vous dire comment, mais je ne vais pas vous le dire. Par contre, il pourrait y avoir un autre tome de mage qui parle d'une personne qui a côtoyé Nérom quand il était apprenti, et là, tout est lié. Donc maintenant, voilà, ça, malgré ce petit point, ça c'est ma préférence, hein, ça reste quand même toujours une très bonne histoire à lire. Les personnages sont hauts en couleur, hein, c'est des orques, hein, donc c'est assez fort en gueule. Mais bon, ça c'est pas très surprenant pour les orques. Le récit se déroule sans heurts. Voilà, on passe un bon moment de lecture, hein, ça y a tout qui se découle. Il y a rien de surprenant, c'est pas plus que ça, hein, mais voilà, c'est un bon récit. C'est ce genre de récit, c'est presque un petit peu obligé, on est obligé d'en avoir pour ensuite avoir des excellents récits. Mais voilà, ça reste bien, ça pourrait être mieux, ça pourrait être aussi pire, donc on va se contenter de ça, et c'est très bien, on est quand même dans la moyenne haute. Hein. Je suis taquin, mais voilà, ça reste quand même très bien. Donc voilà pour ce Tanguy Gobelin, tome 19. Allez, tu vas à côté et on passe à la suite. Hop, ma souris, elle s'est barrée. La revoici. Et on arrive avec Invincible, le tome 8, enfin l'intégral 8, hein, c'est des tomes, ce sont des tomes doubles. Donc Invincible, vous avez l'habitude, j'en parle assez souvent, hein, puisqu'il y en a à peu près 2 ou 3 par an qui sortent. Jusqu'à, je sais plus combien de tomes sont peut-être prévus, j'en sais rien. Je pourrais pas vous dire, et puis après il y aura d'autres spin-offs, donc on en est encore parti pour parler d'Invincible un bon moment. Mais ça c'est pas dommage. Donc ce sont les suites des aventures du personnage d'Invincible, donc un super-héros, c'est du comics, mais on a aussi, dans ce volume-là en tout cas, on va aussi parler des personnages secondaires. C'est ça une des forces d'Invincible, c'est qu'on a un personnage central, mais on a tout un tas de personnages qui gravitent autour et qui sont aussi pas moins intéressants. Donc c'est une série créée par Cory Walker et Robert Kirkman. Donc Robert Kirkman, hein, c'est Walking Dead, hein, Obi-Wan Sang aussi, puis c'est Invincible, entre autres. Et au dessin, on a toujours Ryan Otley, hein, qui est apparu depuis le tome 6 ou 8. Le tome 6, le chapitre 6 ou 8. Là, on en est à peu près au tome, autour du tome 85. Et je peux vous le dire, puisque j'ai la liste, j'ai le livre sous les yeux, il suffit d'ouvrir. Nous sommes au tome 85 jusqu'au 10 tomes plus loin, tac tac. C'est pas celui-ci. Jusqu'au tome 96. Voilà, 11 chapitres. Donc Ryan Otley, lui, qu'est-ce qu'il a fait depuis 2000, enfin, j'en ai déjà parlé, là depuis 2021, il est sur une série Hulk. L'incroyable Hulk. Le type tout vert. Allez, les images, paf. Voilà. Avec cet Invincible, on s'installe dans une certaine routine. Ça fait voilà, ça fait quand même 80 épisodes, enfin 5 épisodes qu'on en lit. Bon, on s'y habitue, mais il y a encore beaucoup de retournements de situation et qui donnent toujours envie d'en savoir plus. Le Tom Sawyer est passé. Le Tom Sawyer, c'est l'Amérique, pays de la liberté. Son pote, c'est Huckleberry Finn. Là, j'ai pas la blague. Là, je suis désolé, je suis peut-être fatigué. Hein, on est le 6 janvier, fin de semaine. Tu parlais de Tom. Oh putain, oui. Ok. Non, mais ça me fait rire, tu peux continuer, mais je l'avais pas celle-là. Non, mais... Comment tu veux que je puisse continuer comme ça, à être sérieux et tout Non, mais. Parce que maintenant, le truc, c'est qu'à chaque fois, et ben voilà, on est sur le tome 19, le tome 1, le tome 2, là, tu vois, c'est la chronique BD tome 12. Maintenant, à chaque fois, ce sera la chronique Tom Sawyer 12. Non, mais merci, chef. Donc, prenons nos sérieux un petit peu. Voilà, heureusement que j'ai des notes, parce que sinon, déjà d'une, je les connais pas par cœur, et puis je saurais plus quoi dire. Non, voilà, même si on est dans une routine, beaucoup de retournements de situation, je sais que j'ai déjà dit, et on a toujours envie d'en savoir un peu plus. Invincible, sur ce tome, il est très en retrait, c'est pas lui le personnage principal de ce volume, et donc, ce qui permet de laisser la place à d'autres personnages, ça fait
respirer un petit peu le récit, hein, passer à d'autres choses. D'ailleurs, on a beaucoup de chapitres, on a un gros arc sur Monster Girl et Robot. Et ça, c'était vraiment deux personnages intéressants, et on voit la relation, comment elle a évolué entre ces deux personnages sur plusieurs chapitres, sur ce qui leur est arrivé, et c'était très très bien. C'est Huckleberry Finn le perso principal? Non, c'est pas Huckleberry Finn, mais ça se passe pas qu'aux États-Unis, ça se passe dans différents endroits et pas que sur Terre. C'est ça Invincible, Invincible c'est un récit galactique et multiversel. C'est un comics en fait, hein, un comics de super-héros, ça doit parler d'espace à un moment et de multivers. C'est la base. Enfin, c'est une base. Maintenant, voilà, c'est quand même dingue. On est à 96 chapitres là, à partir de cet intégral 8. Mais Kirkman arrive encore à nous raconter des choses qui nous tiennent en haleine. Il y a une lassitude, mais ça reste toujours excellent. Donc bref, lisez Invincible. Ça fait un moment que je le dis, je continue, lisez Invincible. Si c'est pas encore fait, bah il y a des intégrales qui existent et ça c'est et vous pouvez commencer la série. T'as oublié le paradoxe temporel. Exact. Il n'y a pas de paradoxe temporel dans les trucs de super-héros. Ils montrent le temps, point, pas de problème. Puis de toute façon, les super-héros tuent pas. Enfin, certains si. Il n'y a pas de problème. Oh, il y a un truc qui se décolle au mur. Ça pue. Bon, faudrait qu'on regarde ça après. Excusez-moi, je digresse. Donc non, oui, il y a le paradoxe temporel, mais pas tant que ça, je crois. Je réfléchis, hein. Dans ce que j'ai lu, est-ce qu'il y a des récits avec du temps, avec une base de temps? Oui, j'ai un récit à base de temps, mais du coup, il n'y a pas de paradoxe. Non, de toute façon, le paradoxe, on s'en fout, parce que s'il y a du paradoxe, il n'y a pas d'histoire. Parce qu'il y a l'univers qui est détruit, le but du jeu, c'est de pas détruire l'histoire, donc on remonte pas le temps. Voilà comment on s'en sort. Allez, passons à la suite, on va continuer le temps. Mais le temps, c'est garder le temps à l'esprit, c'est important pour la dernière bande dessinée. Hop. Et on va passer à un diptyque, enfin, deux bandes dessinées, hein, Astra Saga, le tome 1 et le tome 2. C'est prévu en 4 albums, que pour l'instant il y en a 2 qui sont sortis. Il y a un tome 3 qui va sans doute sortir dans l'année. Donc Astra Saga, qu'est-ce que ça nous parle? Donc déjà on est dans de la SF. C'est lors d'une bataille. Il y a une bataille spatiale, et il y a un soldat qui va mettre la main sur un artefact qui est recherché par un peu tous les dirigeants, enfin surtout par les siens. Et en même temps, on va suivre 20 ans plus tôt, ce même soldat et aussi une jeune fille, c'est-à-dire qu'il y a une couverture du tome 2, qui est aussi issue d'une famille dirigeante, et les destins vont plus ou moins se croiser, on va les suivre sur une vingtaine d'années. Puis on va continuer à les suivre, je pense, les 20 ans ne sont pas encore écoulés, on va continuer à les suivre dans le tome 3 et 4, j'espère pas tout conclure, mais ça on verra juste après. Donc au niveau du scénario dessin, on a Philippe Ogaki, donc qui est scénariste et dessinateur de la série. Voilà, avant de faire de la bande dessinée, il était dans le cinéma, il a participé à Arthur et les Minimoys, pas moi, c'est Minimoys, de Luc Besson. Par exemple, et dans la BD, il a commencé par adapter Pierre Bordage avec Les Gardiens du Silence, et puis il a aussi, qui a été dessiné par Guess. Non, il a dessiné pour Guess, Jess, avec Météor. Météor, je sais que je l'ai, je pourrais un jour vous en parler. Des dessins, oui, des dessins, voilà. Et les dirigeants aussi des dessins. Voilà, plein de jeux de mots à faire avec dessins. Alors, passons, j'ai rien lu. Hop, voilà quelques dessins. Où il y en a pas, enfin il y en aura peut-être plus tard. Merde, on n'est pas NSFW, j'ai pas dû préciser. Damned. Donc, et coucou Bob, bienvenue à toi et je te souhaite une bonne année et mes meilleurs. Donc, cette bande dessinée, j'ai adoré en tout cas vos dessins animés. Que des ramollis. Mieux vos dessins animés que des ramollis. Voilà, donc j'ai adoré le début de cette série, sans transition, puisque, en fait, je vous spoil un petit peu le début. J'ai besoin de mes mains, parce que je parle avec les mains, côté italien, tout ça. On a au début, on voit 2 types, mystérieux, hein, voilà, et puis une discussion tout aussi mystérieuse avec un type géant et tout, genre un genre de dieu, enfin une entité gigantesque, on ne sait pas trop ce que c'est, qui parle à propos d'un artefact et où est-ce qu'on peut le trouver.
pouf, transition, page suivante, et là on arrive en plein milieu d'une bataille spatiale, ça pète de partout et tout, limite là j'arrive bien à imaginer les vaisseaux qui... Voilà. Et puis... et donc voilà, on est vraiment en plein cœur d'une bataille spatiale, justement, en recherche de cet artefact, et cette transition, je la trouve très très bien, et du coup ça j'ai plongé dans l'histoire à fond. Après, on a des flashbacks ensuite qui nous racontent la vie des différents personnages, hein, donc de ce héros et de cette jeune fille. On a différents, voilà, on voit un petit peu leur vie. Euh, on va revenir tout au long des 2 tomes au présent, mais on ne sait pas encore trop ce que fait cet artefact. On est encore assez perdu, même à l'issue des 2 tomes, hein, il y a toujours du mystère, et les vieux, c'est vrai que c'est hyper mystérieux. C'est pour ça qu'on en met. Mais là, c'est pas forcément des vieux, c'est des types encapuchonnés. C'est 2 types, voilà, c'est des gars. C'est par là, il y a des vieux, ouais, il y a des vieux, bah les parents déjà, c'est des vieux. Bon, ils sont pas si vieux d'ailleurs. Mais il y a des types, mais qui sont mystérieux. Donc voilà, en plus, les flashbacks vont nous permettre de découvrir justement le monde d'Astra Saga, puisque c'est vraiment de la SF avec des mondes qui n'existent pas ailleurs, hein. Là, c'est vraiment du pur space opéra. Donc c'est vraiment, ça va poser, les flashbacks vont permettre de poser le récit et de le découvrir. Donc toujours, même au bout de 2 tomes sur 4, c'est toujours difficile de savoir où l'on va, donc on garde un mystère. Après, on a quand même quelques facilités, puisque le héros se retrouve systématiquement, surtout dans les flashbacks, à l'endroit où il faut, quand il faut, où les gros événements se passent. Bon, moi je trouve que c'est un peu facile, mais bon, je serai là en tout cas pour les 2 prochains tomes, sans aucun problème, puisque j'ai vraiment bien aimé. On va faire un petit mot sur les dessins aussi, si vous pouvez le voir, c'est un dessin qui est très très numérique, hein, puisque là, j'ai cité que Philippe Ogaki, mais en fait, il y a énormément de coloristes qui ont travaillé dessus. Vous avez quelqu'un qui est aussi assistant dessin, Arturo Pérez, mais on va les citer. Les couleurs, ils sont 4 avec Sanoé, Agnès Flou, Arturo Pérez, Goudouf, je ne sais pas. Et on a un assistant 3D également, Yvan Roche. Et ça, c'est sur le tome 2. Le tome 1, il y a peut-être des différences aussi. On va pas tous les faire. Bah oui, s'il n'est pas là, c'est plus lui le héros. Je suis d'accord. Mais il y a trop. Il y en a un petit peu trop. Voilà, ça c'est mon avis, mais effectivement, on aurait pu foutre d'autres personnages où il se passe des trucs et lui il est pas au milieu, je sais pas. Je sais pas, il y avait peut-être moyen de faire autrement. Comme tu dis, faut raconter une histoire. Voilà. C'est pour ça que je les accepte et que c'était quand même très bien. Donc pour finir justement sur les dessins, il y a quand même un petit bémol, donc moi je trouve ça très 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 joli, il n'y a vraiment pas de problème, le mélange numérique est peut-être plutôt à la main, enfin bon, c'est surtout très numérique. Mais il y a certaines cases, surtout les petites, où il y a finalement trop de dessins. Du coup la case est un peu difficile à lire, mais ça reste du pinaillage, parce que je trouve quand même que ça reste très beau. Donc attendre la suite, le tome 3, on en parlera quand le tome 3 arrivera, je le lirai. Vous passez à côté, vous, et on va continuer. Nous repassons avec les super-héros, avec Thor, le dieu nordique. Le dieu de, je sais même pas, le dieu de la foudre. Peut-être dieu de d'autre chose, je sais pas trop. Donc c'est Thor Renaissance, c'était sorti dans les grandes sagas Marvel dont j'avais déjà parlé les fois précédentes. Donc ce Thor, pour l'histoire, Thor il est mort. Ça c'était dans le dieu du futurisme. Toi t'es en forme ce soir, chef. C'est vrai qu'il est quand même bien musclé, là on le voit bien sur la première page. Donc Thor est mort. Mais son esprit a regagné le corps du mortel qu'il incarnait en fait à ses débuts, quand le personnage a été créé pour les notes, en 1962. Il avait un alter ego, et donc du coup son esprit va retourner dans cet alter ego, et il va se donner pour mission de reconstruire Asgard et de retrouver le peuple qu'il habitait. Le scénario c'est Straczynski, faut à dire, Straczynski. Ça fait penser au Starzinski en musculation. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, les Straczynski. Je ne sais plus, mais ça, en tout cas c'est lié. Donc j'en avais déjà parlé pour Resistance, pour The Resistance, les comics sur les mois derniers. Et donc du coup, il a surtout créé la série Babylon 5,
c'est avec les termes anglais. Et ensuite, il a travaillé sur d'autres super-héros, etc., etc. Au dessin, par contre, on a un Frenchie, c'est Olivier Coipel, qui a vraiment réussi à faire sa place dans l'univers des comics. Donc il a d'abord commencé en tant qu'animateur chez DreamWorks, donc il a fait du Balto, il a fait Prince d'Égypte. Ensuite, il a passé 3 ans chez DC Comics. Puis ensuite, il est parti pour Marvel, où il a travaillé sur les Avengers avec Geoff Johns. Il a pu participer, il a même dessiné le Raw Event des X-Men House of M. Puis donc voilà, la légende était lancée, hein, maintenant il se retrouve un petit peu partout. Dernièrement, il a bossé aussi avec Mark Millar sur The Magic Order, juste le tome 1. Pour le tome 2, il y a eu des problèmes de planning, il n'a pas pu participer, c'est quelqu'un d'autre. C'est pas Babylon 5, c'est Babylon V. Autant pour moi, parce que du coup, j'ai toujours dit Babylon 5. Après, alors, est-ce que tu es encore dans la blague? Je ne sais pas. Mais vu que je n'ai pas vu cette série, moi, je joue un V, pour moi c'est 5. Donc bah, Babylon 5. Donc Babylon V. Excusez-moi, tout le monde. Excusez-moi. Et passons à la suite. Enfin, passons à la suite, on va pas changer de BD, on va d'abord parler de ce Thor. Et oui, le tortue, mais même si ça reste un héros, le tortue. Je sais aussi faire des blagues. Donc, déjà, pour commencer, je ne connaissais pas le personnage de Thor. Enfin, hormis dans les films, hein, dans les films Marvel, quand même, toute sa contrepartie cinématographique, je ne le connaissais pas. Le Thor qui est présenté dans cette bande dessinée, c'est un personnage qui est fier, qui est fort. Bah, c'est un dieu, c'est ça justement que j'ai aimé. C'est un dieu et il agit comme tel. Hein, voilà. C'est un dieu, il est au-dessus de nous, pauvres humains, là, et mortels en plus. Du coup, t'as pas encore compris que je dis que de la merde ce soir. D'accord, j'imaginais, mais à un moment on passe un petit peu sérieux, chef. Mais a priori, bah non. Donc, tant pis. Donc, Thor, c'est un dieu, il est puissant, et certaines scènes de ce livre le montrent très très bien, hein, il défonce vraiment tout. Il casse des bouches. Il y a eu quelques questions de morale qui ont été posées durant la bande dessinée, donc c'était bienvenu. C'est traité rapidement, mais justement, comme souvent aussi dans certains comics, dans des runs justement un peu courtes, il y a vraiment trop peu de chapitres pour étoffer l'histoire. Donc, faut raconter une histoire avec un début, un milieu, une fin, hein, une histoire quoi. On peut essayer de développer des thèmes, mais pas trop, parce que il y a un moment, ça prend de la place. Les cases, ça prend de la place. Donc, non, on veut de l'action aussi, quand même. Ça reste Thor, ça reste du comics de super-héros. Même si on verra plus tard, on peut faire du comics de super-héros sans trop d'action. Mais là, c'est pas le cas, en tout cas. Là, il y en a, il y a des questions morales, mais c'est un peu rapide. D'ailleurs, justement, petite digression par rapport justement aux limites du format comics. Souvent, je l'encense. Je dis c'est bien, enfin, je le compare toujours entre le manga et la bande dessinée. Maintenant, c'est vrai que depuis un moment, je trouve que les runs de 4, 5, voire même 6 chapitres, c'est trop limité pour créer une histoire. Voilà. Mais il faut peut-être rester, sinon il faut rester sur des choses simples, un petit peu finalement ce qui est fait là-dedans. Donc voilà, tous les médias, hein, que ce soit BD, comics ou manga, ils ont leurs qualités et leurs défauts. Là voilà, je suis peut-être plus dans l'optique des BD un petit peu épaisses, hein, par exemple comme la suivante qui arrive, hein, tout de suite, voilà, on a un truc, on a un livre qui est bien conséquent, même sur un Invincible, on a 12 chapitres qui nous racontent son histoire, même si bon là... forcément, on est qu'à 96 chapitres, comme je disais, c'est un petit peu long, mais sur 12 chapitres, quand on le lit, on l'ouvre, et l'histoire prend le temps, je sais pas, ça passe bien de l'enchaîner comme ça. Et donc, oui, c'est court, faut faire comme One Piece, 1500 chapitres. Pourquoi pas? Pourquoi pas faire 1500 chapitres? Non, je déconne, non, 1500 chapitres, 25 ans d'histoire, c'est long. Et là, je vous dis, alors voici le tome 1, et je vous en parlais chaque mois, on en a pour 15 ans. Donc non, voilà, il y a un moment, il faut savoir terminer, hein. One Piece, c'est censé être bientôt terminé, d'ici 2-3 ans. C'est ce qu'il avait annoncé il y a 2-3 ans déjà, je crois. Non, je sais plus, mais c'est vrai que c'est beaucoup trop long, One Piece. Toujours sympa à regarder, mais ça reste trop long. Donc voilà pour Thor, avec la petite digression qu'il y a.
C'était en tout cas, pour 7 €, c'était franchement un récit vraiment cool à lire. Pour découvrir le personnage, c'était vraiment très bien. Et passons à la suite, hop, avec d'autres super-héros, mais cette fois-ci ce sont des super-héros français. Ce sont des bons super-héros bien de chez nous. Euh, donc c'est un monde dystopique, on est dans un univers avec des super-héros, donc déjà, c'est un peu le même que le nôtre, c'est un peu dans le futur, mais dans un univers qui est crédible, on a juste rajouté quelques super. Donc nous sommes dans le métro parisien, et il y a un homme qui se transforme en rage géant. Et pour pouvoir lutter contre en fait cet homme qui se transforme, parce que c'est pas le seul qui se transforme, euh, il va pouvoir. Donc, le gouvernement va faire appel aux super-héros qui ont été oubliés du passé, depuis les années 40, 50, tous ces super-héros ont disparu. Et donc on va y retourner les chercher. On a un an de retard sur les publications comparé à la prévision de 2019. Ok, bon bah merci. Alors, je suppose que ça c'est sérieux. Ouais, il y a eu du retard par rapport au Covid, mais bon, est-ce qu'il y a que ça? Je pense qu'il étire aussi son histoire. Ouais, je pense, je parlais de One Piece aussi. Je pense qu'il étire beaucoup son histoire aussi. Mais voilà, on écrit, on a une idée, on la développe. Je trouve ça aussi normal dans la création. C'est génial, c'est qu'il a carte blanche, il fait son histoire. Et ça, c'est cool. Donc ouais, ça c'est bien. Maintenant, bon, voilà, tous les arcs ne se valent pas, tous les chapitres ne se valent pas non plus. Mais c'est normal. C'est normal. Sur 1500 chapitres, comme tu dis, normal. Il est en train de raccourcir plutôt que tirer. Ah d'accord, ok, ah, bah tant mieux. Tant mieux, oui, tant mieux là, ouais. Parce que le dernier arc, il était quand même assez long. Je parle de l'arc de Wano Kuni. Alors, pour les auteurs de cette brigade chimérique, l'ultime renaissance, on a Serge Lehmann, j'en avais déjà parlé, par exemple pour l'homme ribouillé et pour Masqué, qui était aussi un super-héros français, qui est aussi mentionné dans les brigades chimériques. Même l'antagoniste de Masqué, Jack Beauregard. Beauregard, je suis pas sûr que ce soit Jack, hein, parce que Jack, ça c'est dans Les Inconnus déjà, et puis dans Mon nom est personne. J'ai un peu peur parce qu'il y a beaucoup de questions sans réponse encore, même si ça commence. Je pense qu'on aura les réponses. Et si on les a pas, on les aura à un moment, il va faire un spin-off et on aura des réponses. T'en fais pas pour ça, je crois que son histoire elle est quand même assez carrée. Moi je me pose pas trop de questions sur One Piece. Je lis. Donc oui, il y a des liens qui sont faits avec Masqué, mais c'est plus comme des Madeleines de Proust. C'est pas un gros coucou masqué là. Je reviens après dessus. Par contre, je n'ai jamais parlé donc de Stéphane de Canva, qui a beaucoup œuvré sur des anthologies. Donc il a fait les 7, il a fait aussi les grandes affaires criminelles et mystérieuses. Il a fait la série 100 milliards d'immortels. C'est une BD qui se déroule dans un monde où les morts ressuscitent et sont immortels. J'ai peur des 3 tomes de flashback pour les apporter. Ah, oui, je comprends. Ok, je vois mieux maintenant ce que tu veux dire sur One Piece. Hop, alors passons à finalement la critique des brigades chimériques. C'était une super surprise. J'espérais une bonne histoire. En même temps, j'espère toujours une bonne histoire quand j'achète une bande dessinée ou quand j'essaie d'en lire une. Mais franchement, celle-ci a vraiment dépassé tous mes espoirs. C'est une suite, puisqu'il y avait un tome qui s'appelait La Brigade Chimérique, que je n'ai pas lu, mais par contre, ça reste une histoire indépendante. Elle se sépare énormément des Brigades Chimériques. Je le lirai cette année, donc restez dans les chroniques BD. Vous saurez ce que vaut les Brigades Chimériques, première du nom. Donc, grâce justement à tout son passé, des fois à ce ce que Lehmann raccorde par rapport à ses précédents écrits, on a un univers avec un passif. Voilà, on croit au monde qu'il a créé, on croit à ces super héros qui ont été oubliés par le monde. On va découvrir tous les super héros qu'il va introduire, on va les découvrir au fur et à mesure. Ils sont un peu caractérisés, c'est très rapide, mais ça suffit
pour ce que ça raconte, hein. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin pour, parler des bandes des héros. Le mec, il achète pas des BD en se disant j'espère que ça va être encore de la merde. Ouais, bah c'est ça, exactement. C'est pour ça, c'est ce que je disais, c'était Mister Obvious, mais bon, voilà, je le signalais quand même. Du coup, j'en étais où? Voilà. Donc, on sent dans tous ces personnages tout l'amour que portent les auteurs sur les super-héros. C'était déjà un peu le cas dans Masqué, c'est encore beaucoup plus présent dans ce livre. À noter quand même que ces super-héros sont des personnages qui sont issus de la littérature du fin du 19e, début 20e. Donc ça veut dire que ce sont des personnages, des héros qui ont vraiment existé dans la littérature. Il n'a juste pas inventé une femme tigre, ou un homme tigre, ou un homme robot. Enfin, tous ces personnages-là, ils sont issus de la littérature, et donc il les a fait revenir, il les a fait remis au goût du jour. Et donc le récit est un petit peu méta, puisqu'on va parler de super-héros oubliés. Effectivement, c'était des personnages que moi je ne connaissais pas. Et il va les faire revenir. En plus, il va mettre des couvertures, il va les citer à travers les couvertures des livres. Des fois, il va les inventer un petit peu, mais on retrouve finalement les notes sur tous ces personnages-là, et je trouve ça, c'est méta, et je trouve ça, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment génial. C'est pour ça que j'ai bien aimé aussi du coup cette brigade chimérique. Ça m'a donné, comme je disais, ça m'a donné envie de lire le récit fondateur. Et donc découvrir l'univers, même il y a un personnage aussi qui s'appelle, je vais chercher son nom parce que je l'ai oublié, je vais le retrouver, l'homme truqué, un personnage qui s'appelle l'homme truqué, donc il a tiré d'un roman, il a aussi fait une bande dessinée où l'homme truqué est le personnage principal. J'ai envie de le découvrir aussi, cet homme truqué. J'ai envie d'en savoir plus sur son univers, et donc c'est pour ça que la brigade chimérique est très très bien. Un petit mot sur la couverture, et ben moi je préfère largement la sous-couverture, où on voit ces héros dans l'ombre et tout, et puis avec un bord, tout le bord étoilé. Je trouve ça très très bien. Pour des questions marketing, je comprends le protège-livre, mais je trouve ça dommage parce que j'aime bien cette couverture. Et tu aimes bien le nom, Bob, de l'homme truqué. Ouais, attends, je vais te montrer une image de l'homme truqué. Si j'en trouve une, tu vas avoir galéré pour en trouver une, c'est toujours pareil. Tac. Alors, l'homme truqué, il est où? Ouais, cette page-là est pas mal, puisque... Bon, attention, ce sera un peu flou, ma caméra est pas top. Hein. Voilà, là on a l'homme truqué, une couverture d'un comics, avec ses machins sur les yeux, c'est rigolo. J'aime bien. C'est mieux sur cette page-là. Hop là. Voilà l'homme truqué. C'est fini pour les brigades chimériques. Je vous conseille vraiment la lecture. Hop là. Je viens d'ouvrir la calculatrice. Pourquoi pas. Hop, on va passer sur le tome d'Elf. Hop là. Tac. Retour dans les mondes d'Aran. Donc là nous sommes avec les elfes désormais, avec les elfes rouges. Donc on va suivre cet elfe rouge qu'on avait déjà suivi dans le tome précédent des elfes rouges, donc c'était le 29. Oui c'est ça, dans le 29, donc elle était partie à la recherche des elfes rouges dans des terres d'Ogon, puisque pour rappel l'univers c'est ça. Là ici vous avez les terres d'Aran, ici vous avez les terres d'Ogon. La plupart des histoires ont eu lieu ici. Et maintenant, là, on a eu une histoire dont j'ai parlé le mois dernier, les terres d'Ogon, qui s'est passée par ici, hop, dans le monde. Et là, on suit les elfes rouges, donc des elfes rouges, il n'y en a que 2 ou 3 il n'y en a que 2 en terre d'Aran. Et il semblerait qu'il y en ait aussi en terre d'Ogon, donc cet elfe rouge va faire le voyage accompagné d'un orc et d'une humaine à la recherche supposée des elfes rouges. Donc, au scénario, on a Jean-Luc Christine, j'en parle suffisamment pour pas le présenter à nouveau. Et on a Lorusso, Giovanni Lorusso, qui est un Italien qui dessine en fait pour Soleil, dont il a fait aussi le tome 22 de Nain. Hop, on va mettre
quelques images. À la recherche de la nouvelle star des elfes rouges. C'est un petit peu ça. Donc, les deux, c'est une bonne histoire. Voilà, c'est un voyage initiatique classique. Hein. On va semer d'embûches, différents trucs. Euh, Ça reste très bien intégré dans l'univers des elfes, des mondes d'Aquilon. Là, il n'y a aucun problème. Là, il y a vraiment une maîtrise. Jean-Luc Piscine a vraiment une maîtrise de son univers. Hein. Enfin, il n'est pas tout seul à créer l'univers. Il est aussi avec. Je crois que c'est Kiko Duarte qui participe pas mal. C'est pas son nom qui est intégré dedans, mais. Voilà, il y a vraiment une cohérence dans les récits, et là on le ressent bien. On a cette découverte justement des contrées inconnues aussi, on a l'évolution des personnages, voilà, qui s'inscrit très bien dans la logique de l'histoire. Donc voilà, ce sont les deux, le 29 et le 34, c'était des bons albums. Ce que je vais trouver quand même dommage, il y a un petit mais, hein, il y a toujours du mais, il faut toujours du mais. C'est ce que j'avais un peu évoqué déjà le mois dernier. Le mois dernier, c'était le premier volume des Terres de Gogne qui était sorti. Et dedans, on parlait des elfes rouges. Voilà, ils étaient au cœur de l'histoire. Et là, l'histoire de ce récit-là, c'est à la recherche justement des elfes rouges. Surtout qu'elle se pose même durant le récit, elle se pose la question, est-ce qu'ils existent? Sauf qu'elle se pose pour elle-même, nous, lecteurs, on le sait qu'ils existent, puisqu'on l'a lu le mois d'avant. Donc il y a un problème éditorial, ils auraient dû inverser les deux albums. Bon, il y a eu des problèmes sur le dessin et tout, ils n'ont pas pu faire ce qu'ils voulaient, c'est sans doute possible. Et donc il fallait sortir, vu qu'il faut abreuver, voilà, faut sortir 50 albums par an des elfes, hein, je crois qu'on en est à 80 maintenant, je sais même pas compter. Il faut sortir régulièrement, il y en a encore un qui sort au mois de janvier, les elfes noirs. Donc bon voilà, on a balancé, mais du coup quand on lit, quand on découvre ça vraiment chaque sortie après chaque sortie, on a été spoilé, même si on savait que les elfes rouges existaient. Mais au moins il y avait un petit doute, mais là non, il n'y en a plus. Ils existaient avant de lire le tome 2. C'est un peu dommage. Voilà. Ça a tué le suspense. Maintenant, si vous. Bon, là, je vais vous spoiler, hein, tant pis pour vous. Désolé pour vous, plutôt. Mais quelqu'un qui va découvrir les Terres d'Aran, qui va lire ça un peu dans un désordre, au moins, là, dans un autre ordre, lui, il n'y aura pas de problème pour lui. Voilà. Donc, pour finir, aussi, encore un point négatif, à la fin du récit, on a encore un nouveau teasing sur un futur titre qui s'appelle les Guerres d'Aran. C'est un titre qui est teasé, j'ai regardé, mais au moins ça fait au moins 1 an qu'on entend parler. Attention, à suivre dans les Guerres d'Aran. Non mais ça va, il y a un moment, c'était votre truc, parce que là je suis sûr qu'on est encore parti pour au moins 1 an de Terre d'Aran. Enfin, de Guerre d'Aran teasé. Ça a intérêt à être super bien, parce que vu comment ils en font la pub, ça a intérêt à suivre. Par contre, ça sent vraiment le méga crossover, quoi, le Avenger des mondes d'Aquilon. Ça peut envoyer du pâté, mais ça a intérêt à être bien. Ça c'est clair. Allez, passons à la suite. Hop, on arrive avec le manga Les Liens du Sang, dont j'avais déjà parlé précédemment plusieurs fois. J'avais même montré une frise avec toutes les couvertures qui tiraient de plus en plus vers le rouge, et là, le tome 12, tout blanc. Ça m'a assez surpris. Donc, on suit un adolescent qui a été couvé par sa mère, beaucoup trop, mais on sent que sa mère est un petit peu dérangée, et du coup, le jeune homme, c'est Ichi, il est aussi un petit peu pété du casque, et du coup, on va découvrir les conséquences des actes de Seiichi dans les tomes précédents. Tous ces problèmes psychologiques qu'il a hérité de sa maman, qui est complètement aussi barge. Donc voilà, il y a toujours cette relation entre les deux toxique, avec un père qui essaie de se rattraper aux branches comme il peut, mais qui est quand même assez perdu, le pauvre. Donc au niveau de l'histoire, c'est Shuzo Oshimi, qui avait fait Les Fleurs du Mal, qui est un record de poèmes de Baudelaire. Hop, quelques dessins. Je me suis fait avoir, parce que je croyais que ce tome 12, c'était le dernier. Pas du tout. La série est encore en cours au Japon, ils en sont au tome 14. Donc, heureux, puisque à la fin de l'histoire, à la fin du dernier chapitre, l'histoire n'est pas terminée, mais ce qui est complètement logique, puisque l'histoire n'est pas terminée.
Bon voilà, c'est un volume qui est vraiment dans la continuité des précédents, hein, on est toujours sur les jeux de regard. Il est moins horreur psychologique que le précédent, il y a toujours des planches complètement allumées, je crois que j'en ai mis une dans les planches qui tournent. Les dessins sont assez atypiques, puisque ce que je disais la première fois que j'en ai parlé, souvent dans les mangas on a des nuages de points pour faire, pour faire des ombres, pour faire les nuances de gris. Là, au chimie, il fait des traits. Bah, comme cette page-là, putain, celle-là. Et du coup, bah, ça aura un style différent, même si les plans sont assez vides, ça permet de renforcer beaucoup plus les jeux de regard. C'est l'avantage. Après, voilà, j'en trouve. Les mangas qui arrivent juste après, je vais critiquer que les planches étaient trop vides, avec ça manquait de détails. Là c'est pareil, je pourrais dire ça manque de détails, mais en fait, je pense que ça renforce justement les yeux, et ça reste toujours un bon récit d'horreur psychologique, enfin qui vire vers l'horreur psychologique. Intéressant, vraiment un manga intéressant. Donc là on est au tome 12, il y en a 14 au Japon. Je sais pas pour combien de temps on en a. Et à un moment Seiichi sera plus un ado, donc on pourra peut-être terminer l'histoire. J'espère qu'il va couper le cordon ombilical avec maman. Ou que maman coupe le cordon ombilical, hein. Une chance sur deux, enfin que tout s'arrange, mais non, à mon avis ça ne s'arrangera pas pour les personnages. Ça va très mal finir. Donc voilà pour les liens du son. Passons à la suite. Oh, on a avancé vite aujourd'hui. Avec Eden, It's an Endless World, le tome 4. Donc c'est une intégrale 4, hein, c'est des volumes doubles aussi, un petit peu comme Invincible. Des fois, maman, elle meurt aussi. Dans Bambi, par exemple, j'ai spoilé Bambi, mais là, peut-être qu'aussi elle va mourir. Je ne sais pas comment, hein, je ne sais pas pourquoi. Enfin, si, pourquoi, j'aurais peut-être des idées quand même, pourquoi. Mais je dis rien, je vous laisserai découvrir les liens du sang si vous avez vraiment envie de les lire, hein. C'est une bonne lecture, ça change des mangas shonen classiques que je vais peut-être pouvoir lire, que je vais pouvoir vous présenter, que je lis. En même temps, si je vous les présente, c'est que je les ai lus souvent. J'ai des seinen aussi, mais c'est pas... Enfin, un seinen comme 20th Century Boys dont j'ai pu parler, c'est différent. Là, on est vraiment sur quelque chose, c'est pas de la science-fiction, c'est pas... 20th Century Boys s'en est un petit peu, c'est différent. Enfin, passons à Eden, là par contre on est dans de la SF, on est plus sur du seinen, on est carrément sur du seinen en fait, hein. Ne confiez pas ça à vos enfants, hein, en disant « Oh, ça a l'air sympa, oui, c'est sympa ». Mais pas pour les enfants. Donc, pour cette histoire-là, on est dans un monde où il y a 15% de l'humanité qui est morte à la suite d'un virus. Oh, quelle surprise. Ça a été écrit en 2006, hein, je crois. Enfin, ça date d'un petit moment, cette bande dessinée, ce manga. Et on suit le fils d'un narcotrafiquant au début à travers l'Amérique du Sud, et là il s'est un peu posé dans une ville. Donc cette personne, Elijah, prendre des décisions qui sont bien loin du héros naïf, candide, autant candide et naïf c'est la même chose, du début de l'histoire. Donc le personnage a évolué. Et on a toujours Hiroki Endo, qui a seulement 3 séries à son actif, hein, donc Eden, All Rounder Meguru, qui est un manga qui tourne autour des arts martiaux et de la mafia, et ensuite un autre manga qui est Soft Metal Vampire, un récit d'anticipation avec des vampires. C'est bien les vampires. Lisez Beat 'em Dry, avec des vampires ninjas du futur. Je reviens toujours, je vous vends toujours celui-là dès que je parle de vampires. Donc les dessins, les voici, les voilà. Et ben je suis très très content pour ce tome 4. Si vous vous souvenez des tomes précédents, j'avais pu être assez critique. Il y avait plein de choses que j'aimais pas. Mais là, dans ce tome 4, ça s'est effacé. Déjà dans le tome précédent, c'était commencé à tous ces défauts commencer à partir. Là, pour moi, ils y sont pas. Voilà. Au début, j'accrochais pas le propos, qui était beaucoup trop centré sur Dieu, hein. Je ne suis pas croyant, donc du coup, j'avais un peu de mal avec toutes ces histoires. Enfin, c'est pas ce que j'attendais du récit. Là, c'est beaucoup moins présent. On va plus parler du bien et du mal plutôt que de paradis et enfer, hein, quand on croit, au concept du paradis et de l'enfer. Et du coup, là, c'est une petite nuance, mais ça fait la différence. De toute façon, c'est pas trop présent non plus. On a aussi une autre évolution, c'est sur les dessins. J'avais tendance à les trouver, finalement, il y avait des planches très dessinées, beaucoup de détails magnifiques, et des planches qui étaient très vides.
Là, les planches très vite, j'en ai pas noté. Enfin, il y en a quelques-unes, hein. Voilà, là, si on veut être sur cette, non, sur cette planche-là, ça va, celle-là, elle est bien. Mais sur d'autres planches, on a toute la partie droite de l'image qui est assez blanche, qui manque de détails en fond, mais en fait, ça passe parce que toutes les autres sont bien garnies. Et donc, non, grosse évolution. Et moi, voilà, j'ai pas noté, j'ai pas de planches qui m'ont gêné. Enfin, celle-ci, la planche du haut, il manque un petit dessin derrière, mais ça m'a pas gêné. Ça m'a pas du tout gêné, et c'est du pinaillage. Ensuite, sur ce que nous propose en tout cas ce volume 4 en termes d'histoire, voilà, on a vraiment une grosse évolution du personnage d'Elijah. Pour lui, il n'y aura plus rien qui sera comme avant, hein, et tout qui va. L'histoire s'assombrit énormément, hein, surtout pour lui. Et du coup, ça va nous faire apprécier beaucoup plus les moments, et même pour lui, qui va apprécier beaucoup plus les moments de bonheur qu'il va avoir dans la deuxième partie de ce volume 4. C'est une petite parenthèse, ça fait du bien pour respirer sur le récit, amener un petit peu de bonheur doux amer à ces personnages, parce qu'on se pressent, on sent que ça ne va pas durer, hein. De toute manière, le bonheur ne dure jamais, surtout dans les œuvres de fiction. Voilà pour Eden, tome 4. Et passons encore, oh bah tiens, on enchaîne, les mangas, hop, attention, tac, on n'a rien vu. Et là, coup de surprise, ça arrive. One Punch Man, le tome 25. On parlait de livres où on a du retard, là celui-là aussi, on a du retard par rapport à l'édition japonaise. Donc, One Punch Man est un shonen, un manga shonen. Donc Saitama, c'est un héros qui est devenu tellement fort qu'il défonce tout avec un seul coup de poing. Et là, il y a eu une invasion de monstres qui est apparue dans l'univers. Saitama, il est perdu dans les quartiers de l'association des monstres. Il va faire une rencontre inattendue. Et en parallèle de ça, on va avoir les autres héros qui vont affronter aussi les méchants, les boss de l'association des monstres. Donc on a One qui est au scénario, hein, c'est le scénariste et le dessinateur du webcomics. Il a aussi écrit et dessiné Mob Psycho 100, c'est toujours tout en anglais, hein. Et on a Yusuke Murata qui était le dessinateur de High Shield 21. Donc, la force de One Punch Man, un petit peu comme Invincible, hein, ça a du super-héros, et surtout, ce qui est bien dans les super-héros, c'est qu'il n'est pas tout seul, c'est qu'il y a aussi d'autres personnages. Et c'est la force encore de One Punch Man, hein. On veut toujours voir Saitama en action. Mais on sait qu'avec lui, ça ne durerait pas longtemps, puisque One Punch Man, paf, terminé. Donc du coup, il y a aussi des dizaines et des dizaines de héros et de vilains. Par conséquent, c'est bien de voir d'autres personnes que Saitama, mais ça dure vraiment très longtemps. C'est long pour avancer, les personnages ils sont partout, les combats ils durent longtemps, enfin, même s'ils durent 3-4 chapitres, mais c'est qu'on va passer ensuite au chapitre d'après, on va voir un autre méchant, un autre héros, encore après, et pendant ce temps-là, Saitama, lui, il est perdu dans l'association des monstres. Ça avance, tout doucement. Après, attention, si vous lisez les scans, qui peuvent être disponibles de manière pas très légale sur internet, ou encore maintenant avec la Shueisha, il y a des choses qui sont quand même beaucoup plus légales, puisque les chapitres peuvent être gratuits un certain temps en lecture, donc c'est peut-être un peu plus légal maintenant. Je sais pas si c'est le cas pour One Punch Man, je ne sais plus. Mais les pages en tout cas de ces scans et là-dessus changent. Vous n'avez pas les mêmes, des fois les dessins sont un peu différents. Sur un des combats précédents qu'il y a eu, qui mettait en scène justement Saitama, le combat a duré plus. C'était un combat qui a duré plus longtemps, qui était complètement différent, donc on a eu plus de Saitama. Donc mon défaut en disant on veut toujours le voir, c'est pris en compte quand même dans le manga. Donc peut-être qu'il faudra aussi lire ce manga qui s'appelle Mecha Valier. Oui, parce que les héros ont des noms, même les méchants, et du coup ils essayent de faire des jeux de mots durant la traduction. Voilà, pour résumer, One Punch Man c'est toujours bien, mais ça tire en longueur et ça commence à se faire sentir, mais c'est toujours bien. Et voilà pour One Punch Man, et on va passer au dernier livre de ce mois-ci, que j'ai lu en décembre. Et là vous allez comprendre pourquoi la musique d'intro c'était celle-ci,
Et pourquoi tout à l'heure je disais que le temps c'est relatif. Que parler du temps c'était en lien avec cette bande dessinée. Et ce tome-là, c'est le chef-d'œuvre d'Alan Moore, Watchmen. C'est un gros pavé, hein, c'est vraiment l'intégral, les 12 chapitres. C'est celui-là surtout qui m'a pris beaucoup de temps à lire, hein, j'ai au moins mis 5 ou 6 heures. C'était long. C'était long à lire, mais c'était bien. Donc nous sommes en 1985, dans un New York dystopique, dans un New York qui n'existe pas, hein, et pas cool à lire, avec pas forcément cool à vivre. On a le comédien qui est un ancien héros, hein, des années 40 qui est mort assassiné. Quelqu'un sait pourquoi. Et justement, on a un autre justicier masqué qui lui tord la loi, puisqu'une loi est passée qui interdisait aux super-héros d'agir, enfin aux héros plutôt que aux super-héros, d'agir, sauf si ils se déclaraient au gouvernement, chose que peu de héros ont fait. D'ailleurs, ce justicier masqué, Rorschach, ne l'a pas fait. Il va justement tenter de savoir pourquoi, en prévenant ses anciens compagnons que peut-être on peut chercher à les tuer. Donc, comme je disais, c'était le chef-d'œuvre, c'est même un chef-d'œuvre donc d'Alan Moore, de la bande dessinée. Voilà, Alan Moore, il a fait quoi? Il fait pour Vendetta, Watchmen, From Hell, Promethea. Je vous parlerai un jour de Promethea, sans doute dans un hors-série. Je leur lis aussi. La Ligue des Gentlemen Extraordinaires, Swamp Thing, Miracle Man, enfin bref, lisez un de ces titres et vous comprendrez pourquoi c'est un des meilleurs scénaristes de l'histoire des comics, même de la bande dessinée, quoi. C'est un monstre sacré. Et pour David Gibbons, c'est vraiment Watchmen qui l'a fait exploser aux yeux du public. Après, il a aussi travaillé du coup avec Marvel et DC. Voilà. Il a fait beaucoup de séries. Je m'y connais pas assez pour en trouver une qui sorte du lot. En tout cas, si Watchmen. Donc, déjà, je me suis aperçu, en écrivant la chronique, que vous avez jamais parlé de Watchmen. Peut-être une citation ou deux. Et là, je suis très content de pouvoir corriger. C'est pas cette erreur, mais corriger tout ça, puisque je disais, c'est une bande dessinée à lire. Hein. En tout cas, c'est une bande dessinée culte et c'est excellent. C'est excellent. Voilà, pour moi, Dark Knight Returns de Frank Miller, c'est le meilleur récit de super-héros. Voilà, indétrônable. Mais il y a Watchmen derrière qui est juste le meilleur récit parlant de super-héros, de héros. Voilà, sa force, c'est pas forcément de mettre des surhommes en avant, puisqu'il n'y a finalement qu'un seul personnage qui possédant des pouvoirs, hein, Dr Manhattan, hein, celui qui est en couverture de ce livre, et on peut voir sur la page ici présente. Mais voilà, sa force à Watchmen, ça va être de nous parler justement d'un monde où il y a une personne qui arrive, qui a des pouvoirs, qui peut voir, qui voit le temps, enfin le sien en tout cas, qui voit le temps en simultané. D'ailleurs, c'est pour ça que d'ailleurs, en début de titre, durant l'ouverture, on parlait du temps et tout ça. Là, c'est exactement le cas. C'est qu'on a ce fabuleux chapitre 4 qui va qui dure 2 heures, mais qui dure 50 ans. Il y a tout qui est en parallèle, et je pense que c'est un monstre de maîtrise ce chapitre-là. Pour le chapitre 4, pour dire Watchmen. Donc non, je digresse, hein, donc on a l'apparition d'un surhomme. Qu'est-ce que ça va impliquer dans le monde dans lequel on vit? Ça va forcément bousculer l'équilibre des forces entre les différentes nations, surtout que là en 85 nous sommes en pleine guerre froide. Donc comment en fait vont faire les justiciers ordinaires finalement pour pouvoir vivre leur vie au milieu dans ce monde à 2 doigts de la guerre nucléaire? C'est un petit peu ça qu'on va voir tout au long du récit. Comment Dr Manhattan, puisque c'est son nom, hein, lié bien évidemment au projet Manhattan et pas à Lille, je suis toute cette histoire là sur 12 chapitres. À la fin de chaque chapitre, on a le droit à
du texte aussi, hein. C'est pas que des bandes dessinées à lire, voilà, on a des pages de journaux, par exemple, à lire, qui vont étoffer encore plus l'univers. Même ce qui est écrit des fois dans ces pages-là, bah, ça va pouvoir ressurgir quelques chapitres plus loin, donc c'est aussi important de les lire. Tout au long de ces 12 chapitres, il y a la tension justement de cette guerre euh, entre les deux puissances, entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest, qui monte, et on sent justement toute cette tension monter au niveau jusqu'à son apogée, jusqu'à la fin. En plus, à la fin de chaque chapitre, donc en plus de ces textes, comme tu dis, intéressants, avoir un peu de texte au milieu pour renforcer vraiment l'univers, on a, on a cette horloge, l'horloge de l'Apocalypse. Je vous la mets un peu plus en gros plan, qui l'aiguille, donc c'est une horloge, l'aiguille, plus elle s'approche de minuit, plus on est proche de la guerre nucléaire. Cette aiguille, à la fin de chaque chapitre, elle se rapproche, et on a une coulée de sang en haut qui descend. Si je prends un chapitre au milieu, voilà, le sang est descendu un petit peu plus, donc ça rajoute vraiment la tension dans le monde, et c'est une idée graphique, mais qui est formidable. Ce livre est formidable, et justement, comme je disais, il y a ce chapitre 4, tout se déroule en même temps, une maîtrise de narration. De toute façon, là on l'a j'ai mis justement une page du chapitre 4, hein. On voit Docteur Manhattan, une photo qui tombe, on a du passé, on a le présent, on a pas le futur, puisque le futur, justement, si on avançait dans le futur, on aurait plein de choses. Ce chapitre 4 est formidable, les autres chapitres aussi, de toute manière, le sont tout autant. Voilà, c'est vraiment ce chapitre-là, c'est vraiment celui qui montre, regardez pourquoi Alan Moore, c'est le champion du scénario. Donc je l'avais dit pour Invincible, je vais redire pour Watchmen, lisez Watchmen, si c'est pas fait, lisez-le, si vous aimez pas les super-héros, lisez-le. C'est un récit qui va changer, justement, c'est pas un récit de super-héros, c'est un récit qui va parler de super-héros. On en a au milieu, mais voilà, c'est différent. Un petit mot sur le film, peut-être que vous avez vu le film, hein. L'adaptation du chapitre 4 aussi est excellente dans le film, hein. C'est la musique que je vous avais mis en introduction. C'est un film que j'adore personnellement, parce que j'aime bien Watchmen, et même si voilà, il a changé, la fin est complètement différente du livre, ça peut être intéressant de faire le parallèle des deux. Je préfère même celle du film qui est différente. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails si vous lisez Watchmen, parce que lisez Watchmen. Il y a une série aussi récente qui est la suite, pas du film, mais de la BD. C'est autre chose. La série, voilà, elle était très intéressante. J'ai trouvé assez intéressante. Je vais m'arrêter là. J'en parlerai juste après d'Alan Moore. Puis je vais finir avec le film. Un truc qu'on pourrait se reprocher au film, mais tant pis, moi ça m'empêche pas d'aimer le film parce que je suis fan de Zack Snyder aussi, le réalisateur. C'est justement le but du livre Watchmen, ce que voulait aussi Alan Moore, c'était de déconstruire un petit peu le mythe du héros. C'était de pas iconiser ces personnages, alors que Zack Snyder, son truc, c'est d'iconiser tous ces personnages. Prenez 300, c'est le même réalisateur, tiré aussi d'un comics, c'est ralenti, tout ça, c'est quelque chose qu'on peut trouver dans son film Watchmen. Moi, j'adore complètement, mais effectivement, ce n'est pas ce qu'a cherché Alan Moore. Justement, par rapport à la série et à Alan Moore, à la suite de la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, qui est aussi une bande dessinée d'Alan Moore, il a dit: démerdez-vous, je ne veux plus rien avoir à faire avec les adaptations, les suites, je fais mon truc dans mon coin. Mais d'ailleurs, je crois qu'il fait plus rien maintenant, il fait plus de bande dessinée, ce qui est bien dommage. Il a un petit peu envoyé chez tout le monde. Il ne prend aucune royalties sur les adaptations qui sont faites, parce que sur sa Ligue des Gentlemen Extraordinaires, qui n'était pas forcément un film formidable, de la vie de beaucoup de monde, c'est génial, c'est que dedans, dans la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, le film, ils ont rajouté Tom Sawyer, parce qu'à la base, c'était que des héros anglais, enfin des personnages issus des romans anglais, sauf que chez les Américains, attendez, il faut aussi mettre un personnage américain. Et Alan Moore, globalement, il a eu ce mot dans les médias plus tard en disant, et puis ils ont voulu rajouter Tom Sawyer, parce qu'en fait, ils ont pas de littérature, ils ont personne, ils ont rajouté juste ce personnage. Ça l'avait bien gonflé. Et donc, Alan Moore ne cautionnait pas du tout,
c'est même pas qu'il cautionne pas, c'est qu'il ne s'implique pas dans la suite des suites de Watchmen qu'il y a eu, puisqu'il y a eu aussi une série spin-off qui s'appelle Before Watchmen, où a priori il y a à boire et à manger dedans. Et la série de télé, bah, on sait pas trop ce qu'il en pense, il communique, voilà, il a pas parlé dessus, de toute façon il n'est pas impliqué là-dedans. Et justement, parce que je crois qu'il a eu aussi des bisbilles avec DC Comics. C'est un personnage assez à part. Alan Moore, on pourrait presque faire hors série dessus aussi, parce qu'il est quand même assez intéressant. Donc voilà pour Watchmen, lisez-le, je vais le garder pour jusqu'à la fin, pour un peu le débrief de l'émission. Donc nous arrivons au terme de cette chronique. On va faire un petit bilan de l'année, puisque ça fait quand même du coup 12 mois que je fais cette chronique, et j'ai vraiment apprécié tout cet aspect de vous présenter ces bandes dessinées. On va continuer l'année prochaine. Je t'ai bien vendu Watchmen, ouais, si tu peux vraiment le prouver, dis Watchmen. Tu peux demander, à mon avis, tu peux même demander à Fernwright de conseil, parce que en bande dessinée, Fern, il connaît aussi pas mal. Et je pense qu'il aurait un bon a priori sur Watchmen. Je pense. Du coup, je vais finir avec le débrief. Ce qui était bien dans cette année, c'est que je savais que j'aimais bien les récits de super-héros, mais pas autant. Je crois que je vous en ai quand même présenté énormément, et que j'aime beaucoup ça. Je pensais beaucoup, oui, moi je dis des comics indépendants. Ouais, oui, je dis des comics indépendants, mais c'est des super-héros quand même. J'ai encore lu quelque chose en publication aux États-Unis, c'était encore une héroïne, une justicière masquée. Voilà, c'est vrai que je suis vraiment très attiré par ça, et ça m'a permis de mettre le doigt dessus. Ça me permet aussi d'analyser les bandes dessinées. Chose que je faisais pas, moi je lisais et puis bon c'était bien, c'était pas bien, je m'arrêtais là. Maintenant je faisais juste trouver des trucs pour dire pourquoi c'est bien, pourquoi c'est pas bien. Donc on va continuer le mois prochain, hein. Le prochain rendez-vous sera tout début février, ce sera le 3 février. J'espère que vous serez là aussi à interagir, ce sera bien. Normalement on aura une bande dessinée, je vais vous la montrer, je vais vous la dessiner, qui m'a été conseillée par quelqu'un du chat, je ne sais plus tout à fait qui, je pense que c'est pas Chef ou si c'est Bouboule, de Cap et Duro. Je devrais les lire toute la collection. C'était conseillé, donc c'est bien. Si vous avez des bandes dessinées à conseiller, n'hésitez pas. Donc sur ce, moi je vais vous souhaiter, en tout cas, tu adores la chronique alors que tu n'es pas de BD. Si ça peut te conseiller, bon, sur les 120, 140 bandes dessinées que j'ai dû lire, même plutôt près de 150 bandes dessinées que j'ai pu lire cette année, si j'arrive à moins t'en faire lire une, ce sera bien. Faut y lire aussi toutes les morts de Layla Starr. C'est une bande dessinée que j'ai bien appréciée cette année. Pareil, en médiathèque, si tu la trouves aussi, elle est très 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 bien aussi. C'est les deux bandes BD. Je pourrais faire une chronique BD sur les meilleurs BD que j'ai pu lire l'année dernière. Je pense que dans ma voix, dans ce que je raconte, je savais quelles sont les bonnes BD et celles que j'ai beaucoup appréciées. Donc voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Petite heure, comme classique, hein, c'est l'heure consacrée pour une dizaine de BD. Donc je vais vous souhaiter de passer une bonne soirée, un bon week-end. Et puis au mois prochain. Allez, des bisous, ciao ciao. Et on passe à